Bonsoir, bienvenue à notre vernissage en ligne. Je pense que c'est la première fois que nous faisons cet exercice, parce que pour nous, c'est encore un exercice aussi un peu technique, mais je pense que c'est un moment aussi de tourner les pages, de faire autre chose que les débats. Alors, en tout cas, nous avons le plaisir ce soir d'avoir un échange avec l'artiste, la peintre graveuse de nationalité franco-américaine, Melissa Maya Galbraith, qui nous est connectée depuis son atelier à Munich. J'ai le grand plaisir de vous dire bonjour, bonsoir. C'est la deuxième fois que nous faisons un vernissage, une exposition ensemble. Je rappelle que on a eu l'occasion déjà d'exposer de vos œuvres. C'était en 2014, et le cycle s'appelait Les fruits étranges de la consolation. Vous vivez à Munich et vous avez étudié à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Et ensuite, bon, on va revenir là-dessus, vous êtes allé à Munich. D'abord, ce n'était pas pour toujours, mais finalement, vous êtes resté, comme souvent, c'est quand on est en mobilité internationale. Et là, vous avez travaillé, vous enseignez à l'Académie der Bildenden Künste. Vous avez de vos œuvres qui ont été exposées à la Staatliche Graphische Sammlung de Munich et aussi à la Bayerische Staatsbibliothek. Et je mentionne que quelques endroits comme ça, à la Schäfer Stiftung à Schweinfurt. Une autre grande exposition, ça a été au Toledo Musée de Ohio. Et maintenant, en ligne à la Maison Heinrich Heine à Paris. C'est-à-dire, c'est entre Paris et Munich. Et alors, vraiment, je suis heureuse de vous accueillir. Melissa, vous avez choisi comme titre pour votre exposition le terme détournement. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire ce que ça veut dire, détournement? Juste quelques mots là-dessus, et après, on aura l'occasion de voir d'abord votre exposition. Mais peut-être quelques mots par rapport au titre. Volontiers, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier, la Maison Heinrich Heine, vous-même et toute votre équipe pour cette invitation. C'était une merveilleuse surprise parce que cette année, on ne peut plus isolés et il n'y a pas beaucoup d'occasions d'aller vers l'extérieur, de montrer son travail, et ce qui est très bénéfique pour le travail commence à devenir un peu pesant lorsqu'on reste toujours dans sa propre tour d'ivoire. Et c'était une merveilleuse surprise, et comme j'avais moi-même un excellent souvenir de l'exposition de 2014, j'ai accepté tout de suite, et je suis comme vous. C'est ma première exposition en ligne, donc je suis comme vous tout à fait néophyte en la matière. Détournement, pour moi, c'est un terme qui recoupe beaucoup de choses. D'abord, je crois que tout peintre, dans un sens, détourne. À partir du moment où, peut-être que même, oserais-je le dire, peut-être que toute création est une manière de détourner à partir d'une idée, à partir d'une émotion, d'une envie. C'est peut-être une manière de développer cela en autre chose. Et pour un plasticien, c'est de partir dans mon cas, d'une image, d'un souvenir, d'une photo dans la presse ou autre chose, enfin quelque chose qui m'a ému, dont le choc visuel ou émotionnel a été assez fort pour me faire commencer un processus de travail, de réflexion, et faire ce qui devient une concrétisation de l'idée en matière.
il y a une très belle phrase de Paul Valéry qui dit une idée, une action, une, une matière et un désir sont toujours à la base d'une œuvre. Il le dit un peu mieux. Mais c'est l'idée de, au départ, il y a toujours une envie, et cette envie va faire une transition vers un fait pictural, ou un fait artistique, ou un fait, un objet, une sculpture, une gravure. Dans mon cas, hein. Mais je crois aussi ce qu'on appelle l'inspiration. J'aime pas du tout ce mot parce que c'est un peu trop gentil. Je crois que l'idée à la base, ou l'envie à la base, le désir à la base, est tellement fort qu'il est nécessaire d'exprimer à partir de cela. Et évidemment, détournement aussi parce que je travaille à partir, enfin surtout en ce moment, à partir d'œuvres du passé qui m'habitent, qui me sont importantes, ou qui m'ont émue, ou qui m'ont choquée. Et que je m'approprie non, mais qui sont assez présentes pour que je veuille moi-même faire une espèce de réflexion picturale ou bien en dessin, enfin picturale, oui, à partir de cette idée d'origine. Hein? Et D'accord. détournement inclut également un mouvement. Et pour moi, le travail, enfin mon travail, est absolument lié au fait de développer, à partir de cette idée ou de cette envie ou de ce désir d'origine, de développer quelque chose qui se transforme. Hein? Je ne fais pas, c'est évident, enfin, aucun peintre ne peint l'idée d'origine. C'est un processus lent de transformation de l'idée en matière. Parce que la matière va obliger aussi l'artiste à transformer, à métamorphoser son idée d'origine. C'est ça qui est passionnant. D'accord, merci. On va peut-être, avant de reprendre le fil de notre conversation, on va peut-être regarder les tableaux que vous nous avez choisis pour cette exposition qui, encore une fois, je répète, porte le titre Détournement et on va revenir là-dessus. Alors, je pense qu'on peut partager peut-être l'écran et vous montrer le petit film des tableaux.
Voilà, c'était un peu rapide, bien sûr, hein, et je pense qu'on devrait conseiller à notre public et à tout le monde qui veut voir après les tableaux de reprendre cette exposition et avec la possibilité de s'arrêter sur chaque image. C'est pas toujours à ce rythme qu'il faut suivre les tableaux. On a la possibilité de trouver son propre rythme et cela de façon individuelle. Alors, j'ai trouvé dans un des catalogues, le petit catalogue que vous m'avez volontairement transmis, et je vous en remercie, de cette exposition qui s'appelait Voici l'heure. Il y avait un mot d'introduction de Barbara Finken, qui vit aussi à Munich, qui elle-même, elle est entre la philosophie, entre la romanistique et un autre mode, si on veut, de la vraie mode, c'est-à-dire des études de mode. Elle a écrit dans votre catalogue la phrase que je trouve intéressante: le moment de la transformation, de la métamorphose, c'est-à-dire de la mutation de la forme, est peut-être le moment le plus constant dans les tableaux de Melissa Mayer-Galbraith. La modification de la forme dans le temps, avec le temps. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette phrase? Tout à fait, tout à fait. Je crois que Barbara a tout à fait compris de quelle manière je travaille. Nous avons d'ailleurs, elle était venue ici, elle avait regardé les travaux, on avait eu une longue conversation. Elle avait tout à fait saisi qu'il ne s'agissait évidemment pas de faire une belle image, mais de suivre ce processus de métamorphose d'une idée en matériau, en matière. Hein, c'est pour moi la matière de l'art, enfin la matière choisie, que ce soit l'huile, la tempéra. Je travaille beaucoup avec une tempéra grasse, enfin, que ce soit la gravure ou même les petites céramiques ou les porcelaines. Ce n'est pas une manière ce n'est jamais une recette. Ce n'est jamais une recette que j'applique de la meilleure façon possible. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le matériau en soi. Et la manière dont lui va va m'obliger à prendre telle ou telle direction. C'est la transformation effectivement d'une idée ou d'un désir à l'origine qui va forcément se métamorphoser en quelque chose d'autre, en peinture, en gravure, en fait pictural. Et plus du tout se détacher finalement de l'idée d'origine. Et ça peut être terriblement difficile parce que évidemment on part d'une idée, on voit déjà le tableau, mais en fait on ne peut pas faire ce tableau parce que la matière va nous amener dans une autre voie. Et ça, c'est d'une part difficile et d'autre part passionnant. Mais je vous racontais récemment Gilles Deleuze disant « il faut que le tableau passe par la catastrophe. Sinon, c'est une image. » Et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'illustrer mon idée. Ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de joute avec le matériau choisi ou le matériau. Il se peut que je me rende compte que le matériau n'était pas fait pour mon désir et que finalement, je parte dans une toute autre direction. Mais je ne sais pas, il y a une absolue
incertitude au départ de ce que va devenir mon idée. Et je crois que c'est l'idée, c'est l'étincelle qui commence à, qui permet de démarrer ce processus. Mais ensuite, le processus, c'est une inconnue. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il faut une discipline de faire pour faire tout ça. Non, je crois qu'il faut une discipline, peut-être pas de faire, mais il faut être très discipliné pour faire tout travail de création, parce que justement, l'inspiration ne vous vient pas des cieux, et que c'est lié vraiment à beaucoup de travail, à beaucoup de réflexion, à beaucoup de va-et-vient, à beaucoup de recul, d'impasse. Et c'est pas toujours facile. Ce qui est très difficile sont les moments où on se rend compte qu'on doit changer de route, changer d'idée, que l'idée ne vole plus. On en parlait ce matin, hein, pour détourner le titre de Didier Huberman. Je le détourne parce que c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Mais je trouve qu'il avait écrit ce livre dont je vous parlais, L'image brûle. Et il y a un moment où l'image ne brûle plus. Et là, il faut beaucoup de ténacité pour ne pas abandonner le métier. Ce sont des crises et qui sont en général très, très, très émotionnelles aussi. Hein, parce que je crois que ça arrive aussi pour les écrivains. Ils se rendent compte qu'ils sont avides. Et vous-même, vous êtes entre la peinture, la gravure, vous faites aussi des sculptures. Quelle est la technique qui vous intéresse, qui vous est le plus à cœur? Est-ce qu'on peut le dire? Non, je pense pas. Je suis ce qu'on appelle de tout temps, enfin depuis longtemps, un peintre-graveur. Hein, c'est une connotation. Pour moi, ces deux matériaux sont tout aussi importants parce qu'ils sont mis en miroir. Parce que à partir du moment où je m'occupe d'une idée en peinture, on arrive forcément à des impasses. Et ma voie de sortie, ou plutôt la manière d'éclaircir mon esprit, c'est de passer à l'autre technique. Parce que le chemin est tellement différent, je ne fais jamais de la gravure pour reproduire un tableau. Pour moi, la gravure est physiquement totalement différente. Le tableau, ce sont des strates qui s'amassent petit à petit. On ne voit même plus ce qui est en dessous. On s'en souvient peut-être. On sait que c'est là. Donc, il y a une espèce, c'est comme des stratifications. D'ailleurs, j'ai appelé ma dernière exposition, grande exposition, s'appelait Strat, en allemand Stratigraphien. Et parce que c'est vertical, enfin, ça s'amoncelle. Et la gravure, c'est exactement le contraire. J'ai un merveilleux matériau précieux, hein, le cuivre, bien poli, parce que je le polis, et puis d'un seul coup, je le détruis. Par tous les moyens, bien sûr avec de l'aide de l'acide, quelquefois, mais la plupart du temps, avec une pointe sèche, c'est-à-dire avec des instruments qui vont détruire ce métal. Et donc, c'est un rapport tout à fait autre. Et donc, je ne peux pas avoir la même perspective de l'idée, de mon désir. Ça va changer automatiquement et aller dans une autre direction. Et le fait d'aller dans cette autre direction va me permettre de changer un petit peu mon regard et de revenir en peinture avec des yeux lavés, avec
avec une meilleure ordonnance. Et c'est la même chose avec la sculpture. Mais de toute manière, la sculpture, c'est tout à fait récent que j'ai repris ça. J'en ai fait un petit peu aux Beaux-Arts, mais pratiquement. C'était rien du tout. C'était juste une petite promenade vers la sculpture. Mais j'en ai fait beaucoup depuis 3-4 ans. En fait, non, 2017. Donc 16-17. Je commence en 16. Et j'ai découvert tout autre, enfin, la tridimensionnalité, c'est une toute autre histoire. Hein? Mais je ne pourrais jamais m'appeler sculpteur. Je suis sculpteur comme, enfin, c'est le même regard qu'un de gars a fait de la sculpture, mais il n'était pas sculpteur, il était peintre avant tout. D'accord. Pour revenir peut-être encore un moment sur la gravure, vous avez dit une phrase, je l'ai notée quand on s'est entretenu, vous avez dit « ce qui est inscrit dans le métal reste ». Et il y a la mémoire du métal, on voit toutes les cicatrices dans le métal. Tout à fait. Tout à fait. Ça ne va pas dans la peinture, non? Oui, mais je recouvre ces cicatrices dans la peinture. Elles sont encore apparentes en tant que cicatrices, en tant que boursouflures, mais finalement, on voit qu'il y a quelque chose en dessous, mais c'est caché. Quand on vous entend parler de vos œuvres, de la façon dont vous travaillez et un travail quotidien, discipliné, on voit votre atelier d'ailleurs derrière vous avec les tableaux, quelques tableaux exposés. On se rend compte que c'est vraiment un travail dur qui peut être aussi très ingrat, qui, comme vous dites, qui peut vous amener dans les impasses. En tout cas, c'est une sorte de lutte. Et la lutte, c'est aussi, j'ai vu ça, en tout cas dans les tableaux que vous nous avez laissés pour cette exposition virtuelle, la lutte, c'est le sujet de au moins 3-4 tableaux. Tous ces tableaux, si j'ai bien vu, ont été faits en 2020, l'année dernière, quelques-uns encore cette année. Je pense peut-être on peut les voir encore, revenir là-dessus et ensuite on va peut-être parler un peu de ce thème de la lutte. À vrai dire, cette série sur laquelle je suis encore en train de travailler. Encore c'est un détournement d'un très très beau tableau de Delacroix qui me préoccupe depuis pas mal d'années. Et qui me manque beaucoup parce que je ne peux pas le voir pour le moment. Il est à Saint-Sulpice. C'est la lutte de Jacob avec l'ange. Mais on peut le montrer parce qu'on l'a choisi pour faire la comparaison. Oh mon Dieu, quelle horreur! Non, juste pour voir quelle est l'œuvre qui vous a inspiré. Le massacre des innocents, voilà. Ouais. Ça, c'est la lutte de Jacob avec l'ange, Eugène Delacroix. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, ce qui vous a intéressé dans ce tableau et de quelle façon vous l'avez détourné dans votre œuvre? Est-ce qu'on peut apprendre un petit peu? Je vais vous décevoir. Décevoir, c'est tout à fait une histoire de forme. De forme et de tension des corps. La manière dont ces deux personnages sont imbriqués l'un dans l'autre, et l'espèce d'énergie, les passages, la manière dont les bras se joignent et la manière dont ils sont liés. En fait, dans les luttes, sont des embrassades en même temps. Je trouve que
cette lutte, on ne sait pas vraiment, est-ce que c'est vraiment une lutte ou est-ce que c'est une embrassade, non? Il y a une force et une dynamique dans les lignes, dans cette diagonale du bras et qui passe dans les jambes de Jacob, qui est absolument extraordinaire. Et ça m'habite. Bon, de tout temps, les peintres ont fait des détournements. Hein? On peut peut-être revenir à vos propres tableaux, si je peux demander qu'on montre, oui, par exemple, ça. Bon, ça, évidemment, ça a été retourné parce que c'est une pointe sèche. Et donc, il y a eu... Ça ne me préoccupe pas. Enfin, je veux dire, c'est évidemment inversé. Hein. C'est une petite, enfin, une gravure qui fait 34 par 20. D'accord. C'est pas une grande gravure du tout, mais... C'est peut-être le numéro 20, si je peux... Et ça, c'est un travail sur papier, puis 70 par 55, c'est aussi assez... pas très grand. Ouais. Mais on voit justement ce que vous avez expliqué, ce qui vous intéresse dans le tableau de Delacroix, ces bras, cette force, cette entrelutte et embrassade. Je pense qu'on voit ça, justement, dans votre façon de détourner ce sujet à votre façon. Et ça, c'est actuellement peut-être encore l'autre, pour reprendre le numéro avant, 18. Oui, finalement, c'est ça, ce que je vous expliquais avec l'incertitude enfin, l'idée du départ et l'incertitude du moment où on va abandonner le tableau. Ce sont toujours des stades. Un tableau n'est jamais terminé. On le continue avec le prochain. Et d'ailleurs, j'ai jamais de tableau enfin, mes tableaux ne sont jamais dans mon appartement parce qu'ils n'y restent pas longtemps, ils retournent à l'atelier parce que moi, j'ai évolué et je le continue. C'est pas quelque chose, c'est pas un bel objet que je fais ou un objet que je fais, mais je travaille constamment dessus. Je peux pas le regarder sans me dire « Oh là, ça va pas, là, il faut continuer, là, il faut en faire un autre ». Et là, effectivement, bon, l'ange a disparu. Il était trop présent, trop écrit, trop anecdotique. C'est pas l'histoire qui m'intéresse. D'accord. Mais dans la violence du corps, bien sûr, ça m'intéresse. Vous avez, peut-être on peut, je ne sais pas si c'est bien visible, sinon on éteint peut-être et on vous voit plutôt dans votre atelier. En tout cas, derrière vous, je vois dans l'atelier un peu aussi des tableaux un peu de ce cycle ou non? Derrière? Il y en a un, j'en ai accroché un en me disant, oh, quand même. Et sinon, ce sont des travaux sur lesquels je travaille maintenant. D'accord, d'accord. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur votre parcours artistique? Vous avez, parce que vous êtes franco-américaine, vous vivez en Allemagne, mais c'est l'avantage, on peut échanger en français. On pourrait le faire aussi en allemand pour vous, mais peut-être dites-nous comment est-ce que vous avez pris ce chemin-là? C'était parce que vous êtes fasciné par ces travaux, par la peinture, mais aussi la gravure. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Écoutez, à l'origine, je savais que je voulais faire quelque chose
de plastique. Hein. Je savais dès le départ, mais je n'étais pas particulièrement douée. Et je suis allée après mon bac aux Beaux-Arts, un peu trop jeune d'ailleurs, parce que j'ai passé mon bac très jeune et en fait, j'avais aux Beaux-Arts, en tant que jeune fille, jeune femme un peu naïve, ne sachant pas du tout exactement dans quelle galère je m'engageais. Mais j'ai hésité pas mal de temps. J'ai parcouru les Beaux-Arts en faisant beaucoup de dessins. Et j'ai été dans 2 différents ateliers avant d'arriver dans un atelier qui s'appelait Groupe d'études des moyens d'expression de l'homme, ce qui est très gonflant comme titre, mais mais c'était ça effectivement. Nous avions 2 professeurs, Pierre Faure et Pierre Caron, qui nous ont appris d'abord à regarder, à voir autour de nous, à travailler d'après la nature, mais aussi à regarder les artistes passés et contemporains, et qui nous ont aussi permis d'aimer le matériau. C'était à une époque où peindre, c'était un peu suspect. Hein. C'était pas une époque où on peignait, et puis surtout pas figuratif. La figuration, c'était banni, c'était honni, c'était presque scandaleux de faire le modèle, de faire des natures mortes. Il y avait en fait 2 ateliers aux Beaux-Arts qui restaient dans cette espèce de regard, comment pourrais-je exprimer ça, non, respectueux, pas des choses, ça. Analytique, et en même temps, cherchait. Hein, c'était un peu vraiment en dehors de la norme à l'époque. Hein. D'ailleurs, on peut dire que ça l'est encore. Je veux dire, aux Beaux-Arts de Munich, il y a de moins en moins de peintres. Pour la plupart des profs de peinture ne font que des installations. Hein, c'est devenu de plus en plus, enfin c'est redevenu suspect de faire de la peinture, parce qu'il fut un temps quand même dans les années 2000 où il y a eu ça a été accepté. Hein, et maintenant c'est à nouveau, on a beaucoup de tendance à obliger les étudiants à élaborer un concept et à l'illustrer. Et ce qui est pour moi exactement le contraire du travail artistique. Moi, s'il y a un concept, ce sera le résultat de toute une recherche. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas possible de décider du résultat. Ça m'ennuierait totalement. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement la transition, avec tout ce que ça incombe de difficultés techniques, de désastres, comme dirait Deleuze, de lutte avec le matériau, mais aussi de rapport physique avec la matière. Justement, il y a une question par Marie-Anne Jagodzinski qui demande, dans la mesure, je lis la question, dans la mesure où vous êtes française, vous avez étudié aux Beaux-Arts à Paris, mais résidé à Munich depuis de nombreuses années, pourriez-vous dire quelles pratiques, idées, matières allemandes ont éventuellement nourri votre travail? Très juste comme question. Pratique ou artiste?
pratique, bon, Madame demande pratique, idée, matière, mais je pense vous pouvez élargir. Évidemment, mademoiselle Witsky a tout à fait raison. J'ai vraiment investi le terrain de l'estampe à partir du moment où je suis venue en Allemagne, non seulement parce que mon compagnon et collègue de Beaux-Arts a monté un atelier de taille douce, mais également parce que nous avons travaillé avec beaucoup d'artistes connus ou mal connus. Et ça a énormément élargi ma vision de la peinture, de la gravure, de l'art. J'étais venue je partais d'un coin quand même assez restreint et assez, oui, enfin d'une espèce de tour d'ivoire de la peinture. Et lorsque je suis venue à Munich et que nous avons commencé à avoir un atelier de taille douce et de travailler avec des gens comme Winterberg, par exemple, Hermann Nietzsche, pour parler des Boltanski même. C'était très étrange parce que leur travail m'était étranger. Et ça a été un immense enrichissement parce que nous devions retracer leur pas pour pouvoir travailler avec eux, pour pouvoir effectuer pour eux le côté technique de la gravure, les aquateintes, et c'était toujours, enfin, oui, presque à 100%, une collaboration extrêmement dynamisante et extrêmement enrichissante parce que enfin, il y avait peu ou prou d'artistes qui ne voulaient pas collaborer d'une manière intelligente. Donc c'était une manière de voir la peinture et l'art avec une plus grande perspective, et pas seulement de mon côté. En tant qu'artiste française, franco-américaine, ayant étudié à Paris, avec un bagage artistique oui, évident, et peu de rapport avec l'art allemand de toute manière. Hein, il y a encore une immense frontière entre l'art allemand et l'art français. Il n'y a pas vraiment c'est le pays d'à côté, mais il n'y a pas vraiment de correspondance. Et ça, je veux dire que c'était un grand enrichissement. C'est encore un grand enrichissement, même si je ne fais plus vraiment d'édition pour d'autres artistes, mais je crois que ça m'a permis d'élargir un petit peu mon cerveau. Hein? Vous avez une préférence? Ça, c'est la question qui s'est jointe encore à la première. Wow. On a toujours des complices. On a toujours des complices et ça évolue d'ailleurs. Hein, ça évolue comme nous évoluons. Je ne suis plus la même qu'il y a 20 ans ou même qu'il y a un an. Je ne voudrais pas me commettre en disant mon préféré. Hein. Évidemment, il y a des gens qui me fascinent et qui n'ont rien à voir avec qui travaillent d'une manière tout à fait différente de la mienne. Il y a quelqu'un, par exemple, que je n'ai jamais imprimé, mais qui a un travail graphique exceptionnel, qui s'appelle Terry Winters. Et à l'époque où je travaillais beaucoup avec ces formes biomorphiques, je sentais une immense
enfin je le sens encore, mais il y avait une immense complicité avec son travail. Hein. Et des gens que j'admire énormément, des contemporains, mais j'ai pas de préféré. D'accord. Je ne peux pas dire j'ai mon Dieu. Par contre, en peinture, bien sûr, j'en ai. Récemment, vous avez eu des contacts avec la Chine. Oui, tout à fait. Peut-être vous pourriez nous raconter un petit peu de quelle façon vous avez connu la Chine à travers la peinture et à travers les étudiants chinois auxquels vous avez enseigné, votre façon de voir la peinture et de travailler. Pas tout à fait. Enfin, c'était une aventure qui s'est malheureusement pas répétée cet automne parce que, vu la situation sanitaire mondiale, mais j'espère que ça se répétera l'an prochain. J'ai été invitée à enseigner pour faire un séminaire à Hangzhou, c'est au sud de Shanghai, et c'est la plus vieille académie des beaux-arts de Chine. Et c'est dans une section qui s'appelle peinture narrative, ce qui est impensable en Europe, en Occident. On n'appelle pas un département peinture narrative. Mais là-bas, il y a une section qui s'appelle peinture traditionnelle chinoise et une peinture narrative occidentale. Bon, j'étais quand même un peu gênée en me disant comment arriver, moi qui fais tout sauf de la peinture narrative, et leur enseigner. Et puis, évidemment, ça me passionnait d'aller là-bas. Et j'ai voulu me mettre, non pas aller leur parler de l'art occidental, mais bien plutôt de leur dire ce que nous, en tant qu'occidentaux, avons pris ou appris de l'art occidental. Et ça date du 19e siècle. C'est le début de la modernité est lié à la photographie, évidemment, et à l'estampe japonaise, aux peintures, au lavis chinois, et surtout à leur espace, leur traitement de l'espace. En Europe, nous avons été évidemment pendant plusieurs siècles gérés par la perspective albertienne. Et il y avait toutes les règles de la perspective de l'espace albertien qui nous habitait, qui était notre manière de voir. C'était une convention, évidemment, parce que personne ne voit comme ça, avec un point de vue. Hein, c'était la perspective albertienne, c'est on regarde dans une scène, on regarde à travers une fenêtre et on regarde vers ça. Et en Chine, c'est très souvent d'abord on ne voit pas une toile, on ne peut pas appréhender une toile d'un seul coup. L'appréhension d'une toile doit se faire dans le temps. Très souvent, les tableaux sont sur des rouleaux. On les déroule. J'ai vu un collègue qui fait de la gravure sur bois et qui m'a montré un de ses travaux qui faisait 7 mètres de long. Et ça, le regard ne peut pas l'appréhender d'un seul coup. Parce que ce sont des formes très, très, très délicates. Ce ne sont pas des tableaux monumentaux, ce ne sont pas les nymphéas où on a besoin d'un recul pour appréhender la toile, mais c'est quelque chose où on est obligé de parcourir. Et donc, en fait, c'est exactement ce que un Klee disait lorsqu'il prenait une image qui est absolument charmante
Paul Klee. Il disait que le tableau, c'est comme un pâturage où des sentiers ont été tracés par les vaches qui ont elles broutent pas, si elles broutent, non, elles broutent pas, qui ont ruiné, enfin qui ont pris de l'herbe. Donc, en fait, on chemine dans le tableau. Et ça, avant, c'était pas prévu comme ça. Bien sûr, on parcourt un tableau. Bien sûr, on va d'une forme à l'autre. Bien sûr, la composition est un chemin qu'on va parcourir. Mais il n'en demeure pas moins que la forme était presque toujours saisissable d'un seul coup. Et ça, pas du tout en Asie. Pas du tout. Mm-hmm. Et ça, c'était évidemment fascinant. Et donc, j'ai commencé par leur expliquer ce qu'ils nous avaient apporté. Mm-hmm. Et ensuite, je leur ai expliqué. Et puis nous, on a notre héritage nous a mené vers ça, mais nous avons aussi eu cet espace pictural. Et qu'en faites-vous? Et là, ils étaient d'abord très surpris parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce qu'on leur demande de faire une réflexion sur l'espace. Parce qu'ils se disaient, ce prof va venir et va nous dire quoi faire. Donc, ils étaient un peu pris de court et ils ont très bien joué. C'était malheureusement trop court, mais ils ont travaillé pendant tout ce séminaire, ils ont fait des choses très intéressantes. Ils n'ont pas fait de copie, parce qu'ils sont de merveilleux, ils peuvent très bien assimiler certaines techniques. Mais moi, je pensais que ce n'était pas très intéressant, parce que ça, ils le font. Je ne voulais pas leur faire une copie ni de mon travail, ni d'un Botticelli. Ça, ils ont un atelier de technique de la peinture rempli de copies, quelquefois, mais quelquefois de toute beauté. Donc, c'était pas de la peine pour pouvoir me faire venir pour leur parler de notre art. Je voulais qu'ils réfléchissent sur leur art et aussi qu'ils réfléchissent un peu sur la nécessité ou non-nécessité d'appréhender une technique qui n'était pas forcément celle qui était la plus adaptée à leur vision. Mais ça doit être merveilleux de les faire sortir un petit peu de cette... oui, ça, je le fais toujours. Ça, je le fais toujours avec mes étudiants. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile pour eux. Mais j'ai hérité ça de d'un de nos propres profs à qui je rends toujours visite quand je vais à Paris et qui était... qui est à la base de tout mon enseignement. Parce que Carfor, c'est lui qui m'a appris à voir, à analyser, à comprendre et à vouloir. Mm-hmm. Et les couleurs que vous choisissez, vous avez des préférences? On voit souvent des couleurs un peu, bon, pas pastel, mais des verts spécifiques, un peu vert eau, mais aussi orange. Vous avez des couleurs qui vous sont plus proches que d'autres? Je ne pense pas couleur, je pense contact, je pense son, la manière dont une couleur va réagir à côté d'une autre. Pour moi, la peinture, c'est ça, c'est une couleur à côté de l'autre, elle va créer un espace. Et certainement, ma palette change selon le lieu où je travaille. On est absolument influencé par la lumière qu'on a. Je ne travaille pas. Si j'étais dans le Midi, j'aurais une autre palette. D'accord.
Hein, Ça dépend du lieu aussi. ah, tout à fait. La lumière j'ai une grande chance, j'ai un atelier qui a, enfin, devant moi, il y a la même chose, c'est-à-dire que j'ai deux côtés de fenêtres. Enfin, j'ai même le soleil, ce qui devrait être banni pour un atelier dans le sens traditionnel, mais moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'une lumière qui vit. Je n'ai évidemment la lumière du nord, on dit toujours, enfin, c'est la lumière neutre mais j'aime beaucoup travailler avec une lumière qui vit et qui vit avec les couleurs. C'est pratiquement scandaleux de dire ça. Si les anciens étudiants des Beaux-Arts m'entendaient, bon, oh là là. La lumière, c'est est-ce que vous seriez d'accord que pour terminer, on regarde encore une fois le film avec, on laisse encore défiler cette exposition, cette sélection de tableaux, parce que comme ça, on voit aussi les couleurs, les mouvements, etc., que vous avez choisis. En tout cas, je pense que... Quelqu'un voulait encore demander quelque chose, non? Il n'y avait pas une question? Peut-être, mais je pense non. Ah, non. On dit que c'est une bonne idée. Mais avant, je voudrais quand même répéter, enfin, vous remercier infiniment, Madame Deussen et Myriam Traub et toute l'équipe de la maison Heinrich Heine qui ont été on ne peut plus exquis, prêts à m'aider et à m'assister parce que vraiment j'étais aussi néophyte que vous dans la matière d'une exposition virtuelle, avec une patience infinie, beaucoup de gentillesse et bon, merci beaucoup. C'était vraiment merveilleux de travailler avec vous et à défaut de vous voir, nous avons eu de très beaux échanges en ligne. Tout à fait. Et vous nous avez fait vraiment presque un cours de l'art et de la façon dont un artiste vit aussi dans la production de son art et avec toutes ces aussi, comme vous dites, vous étiez très sincère, vous dites la peinture, ça m'a marqué quand vous avez dit ça, la peinture peut être désespérante parce qu'il n'y a pas de fin. On frôle toujours la catastrophe, mais vous trouvez des solutions aussi. Non, je ne sais pas, non, on espère toujours trouver dans les prochains travaux. C'est jamais résolu. C'est ça, c'est cette dynamique qui nous fait continuer. Tout à fait. En tout cas, on vous souhaite bonheur, de courage aussi dans votre travail et on espère que nous aurons d'autres occasions pour vraiment voir les tableaux en vrai chez nous, exposés dans la salle Alfred Grosser de notre maison. Mais je pense cette expérience je pense qu'il y a peut-être encore une question, cette expérience de vernissage, d'exposition virtuelle était pour nous aussi très saisissante et vraiment quelque chose qui était tout à fait nouveau. Je vais juste peut-être reprendre encore 2 commentaires ou 2 questions. Une fois, peut-être, parce qu'il y a 2 spectateurs qui se manifestent. Thomas Zebening, qui dit la transformation, le détournement s'inscrit aussi bien dans l'idée du conceptuel. Dans un sens, ton travail, Mélissa, rentre donc très bien dans un contexte actuel. Question? Je crois que je suis un enfant de mon siècle. Je ne suis pas une traditionnaliste. Mon inspiration ne vient pas toujours là. Dans ce cas, bien sûr, il y avait pas mal de citations, mais elle vient également des événements qui sont autour de moi, du monde dont je fais partie. Et la peinture, enfin, c'est une manière
c'est une réflexion sur le monde qui m'entoure. Est-ce que j'ai mal compris la question? Bon, et je pense qu'il voulait dire que ça rentre aussi peut-être dans cette idée du conceptuel peut-être c'était un commentaire plutôt à ce que vous avez dit avant, mais je pense que vous avez très bien expliqué que je crois que conceptuel bien sûr, mais comme je dis toujours, ce sera le résultat d'une recherche. Ce sera jamais au départ quelque chose que je désire démontrer. Et peut-être encore un spectateur qui cette fois-ci a préféré rester anonyme, qui dit « Bonsoir, je me permets une dernière question, si nous avons le temps, nous l'avons. Vous dites que plus que par les couleurs, vous êtes guidé par les sons. Pourriez-vous préciser ?» Et il vous remercie pour cette passionnante conversation. Oui, non, j'ai dit, les couleurs font des sons. Évidemment, ce sont les couleurs, mais les couleurs de la manière dont elles résonnent les unes après les autres. Okay. La manière, je ne choisis pas de faire une toile bleue, mais je choisis de mettre des espaces colorés les uns à côté des autres afin qu'un espace soit créé. Et évidemment, j'ai pris le terme son parce que ça illustre très bien. D'ailleurs, je crois que c'était Kandinsky qui avait fait tout un petit poème sur les sons des couleurs. En allemand, on dit Klang, Farbklang, le son de la couleur. Je trouve ça très beau parce que on peut dire aussi qu'une couleur résonne, non? Si. Ouais. Et surtout aussi sur le fond qui est plutôt un peu uni chez vous, souvent. Hein? C'est comme ça. C'est quelque chose qui m'occupe, enfin qui me préoccupe depuis un certain temps, et certaines toiles finissent par avoir un côté plus sculptural parce que ça devient une forme isolée sur un fond. Mais le fond est pour moi tout aussi important parce que c'est l'espace. Je vous avais raconté que mon premier prof de dessin, qui était un vieux monsieur, me disait, quand je suis arrivée dans l'atelier de modèles aux Beaux-Arts, il m'a dit « Mais mademoiselle, il faut peindre l'air ». Et j'ai mis des années à vraiment ressentir ça, ce qu'était un espace pictural. Et c'est ça qui m'occupe, c'est l'espace qui m'occupe, qui me préoccupe, c'est l'espace pictural. C'est créé avec une matière donnée, choisie plutôt, qui n'est jamais indifférente, parce qu'elle va de toute manière influer d'une manière ou d'une autre sur le travail. C'est trouver un espace. Parce que la forme participe de l'espace et l'espace de la forme. C'est un va-et-vient, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Et c'est en fait, c'est ce que la plupart des étudiants n'ont pas encore ressenti. Ce qu'on peut leur raconter, en fait, c'est évident, c'est très facile à raconter que l'espace d'une toile est très important, mais le fait de le sentir, de le ressentir, ça, ça nous vient que peut-être qu'en ouvrant les yeux et en travaillant cet espace et cette figure. Pour le moment, j'avais fait beaucoup de concrétions. On peut même dire que mes figures sont des concrétions.
sont des agglomérats, très souvent de figures. Et c'est toujours le problème de faire respirer ça sur un espace, sur une toile. Et la décision, est-ce que je veux fermer cet espace? Est-ce que je mets une architecture autour? Ou est-ce que je l'ouvre? Et là, pour le moment, j'ai tendance à l'ouvrir, à ne pas l'arrêter. Un Beckmann arrête son espace toujours avec des formes qui nous emprisonnent. Et à un endroit, il a un petit trou, une petite bout de ciel où on peut s'échapper. Lui, comme c'était une grande découverte d'ailleurs, Beckmann, je ne connaissais pas du tout, enfin très peu quand j'étais en France. J'étais d'abord prise de court par son côté très rude. Je n'étais pas du tout habituée. On en a parlé récemment. Et découvrir les expressionnistes allemands, ça a été, c'était d'abord un petit peu un choc. C'était un peu trop rude, trop criard. Et puis, petit à petit, je suis entrée dans ce monde et pour moi, Beckmann, c'est un complice. Il travaille sur l'espace. Les espaces imbriqués, fermés, où on a du mal à respirer, puis d'un seul coup, on sort. D'un seul coup, on est libéré. C'est grandiose. Tout à fait. Est-ce que je peux vous transmettre encore, je pense que c'est votre sœur en fait, qui se manifeste par une question. Une question, est-ce que la COVID a influencé ta manière de peindre ou est-ce que ta peinture te permet d'oublier la pandémie? Alors, bien sûr, c'est elle. Nana Maya, c'est votre sœur qui a été là aussi présente lors de votre première exposition à la Maison Heinrich Heine. Ravie de la voir aussi à distance. Bien, je vais dire quelque chose qui est vraiment choquant. Pour les artistes peintres, c'était plutôt une période tranquille où on pouvait se retirer dans son atelier sans avoir mauvaise conscience parce qu'on n'avait pas été à tel ou tel vernissage, parce qu'on avait ignoré tel, public relation. D'un point de vue totalement égoïste, ça ne m'a pas du tout dérangé. Si ce n'est que, évidemment, mon enseignement a été pendant un certain temps réduit à l'enseignement en ligne. Donc, ça, c'était énormément de travail pour trouver de nouveaux concepts d'enseignement, parce que c'est évident que je ne pouvais pas enseigner le modèle peint sur l'écran. Donc, il fallait que je trouve d'autres moyens d'enseigner. Donc, ça, c'était un peu lancinant, enfin, de trouver de nouvelles manières. Mais sinon, la Covid ne m'a moi-même n'a pas été un traumatisme parce que j'ai besoin de mon isolation. J'ai besoin d'être seule dans mon atelier. Donc, ça ne change rien. Évidemment, on en a un peu assez de ne pas pouvoir rencontrer des amis, des collègues, de ne pas pouvoir aller prendre un pot ou aller dîner dehors, ça c'est évident. Mais pour mon quotidien, c'est très bien, c'était très bien. C'est vraiment presque choquant de dire ça, mais je crois que tous les artistes disent ça, et peut-être même les écrivains, je ne sais pas. Enfin, j'ai le privilège de pouvoir travailler seule et de vouloir travailler seule. C'est une tragédie pour les gens qui doivent travailler en groupe, ce Covid est une tragédie, ça c'est évident, mais d'un point de vue complètement égoïste, ça ne m'a pas vraiment dérangée.
Je comprends. Je comprends. Et j'imagine qu'il y en a plusieurs artistes, ou beaucoup peut-être même, qui partagent votre avis, ce qui est un peu, comme vous dites, surprenant, presque choquant, parce que dans un autre sens, c'est un moment très, très difficile pour la culture et pour l'art. Mais bon. Oui, oui. Mais d'un autre côté, évidemment, cette tour d'ivoire, si elle se prolonge, s'il n'y a pas de confrontation avec le public, si on reste toujours dans son atelier. J'ai eu des périodes dans ma carrière où je suis restée trop longtemps dans mon atelier sans montrer du tout. Et ça, c'est néfaste. Et c'est pour ça que cette exposition m'a permis aussi de remontrer, de sortir un peu de mon trou, hein, de mon trou bien confortable, et de pouvoir montrer et peut-être de faire une exposition. C'est toujours une manière de faire le point, hein, parce qu'on regarde ces travaux du dehors, hein, on les regarde, on essaye de les regarder d'une manière un peu plus anonyme. C'est pas possible, évidemment, puisqu'on est extrêmement lié d'une manière émotivement, enfin, à son travail, mais on le regarde d'une manière détachée pour faire une expo. On essaye du moins. Vous êtes d'accord que pour terminer, on va regarder encore une fois les tableaux, le petit film? Voilà, une très belle exposition, un très beau défilé de ces tableaux. Je pense qu'on les a
on les comprend maintenant beaucoup mieux. Je dois dire aussi, ça pour moi, après cette conversation qu'on a eue avec vous, Mélissa, c'était vraiment un grand moment pour nous. Et je pense, vu la réaction des spectateurs, je pense pour eux, c'était la même chose, parce qu'il y a des commentaires très, très positifs qui vous remercient de cet échange qui était extrêmement riche. Et on aurait pu encore continuer. Je pense que peut-être on aura l'occasion de vous rencontrer ici, encore une fois, à Paris, dans peut-être l'année prochaine. On verra. Hein. On va rester en contact et je vous dis pour aujourd'hui merci et bonne continuation. Mais c'est moi qui vous remercie infiniment. Hein. Comme je vous dis, en cette période, c'était vraiment merveilleux de pouvoir sortir de ma tour d'ivoire et montrer mon travail. Et je vous remercie toutes. Enfin, je ne peux pas toutes les nommer, mais... Non, mais surtout, j'espère à très bientôt. À très bientôt. On restera en contact. Hein. Merci beaucoup et merci aussi à notre public d'avoir été fidèles parce qu'ils ont pratiquement tous resté, ce qui veut dire que l'échange avec vous était vraiment très, très riche. Un grand merci. Alors, merci à eux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.